Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeurs, nous jouons à Dungeon World. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Volsung, lorsque nous avons quitté Azek, dans quelle situation se trouvait-il ? Certes, nous avons enfin pu pénétrer dans l'écropole de Yaleria, mais le comité d'accueil fait déjà flancher notre naïve exubérance, notre insouciance. Nous avons réussi à soigner Femi, mais un gardien gigantesque, colossal, a fait son apparition. Et résultat des courses, Katharina s'est retrouvée entre ses griffes, et semble-t-il n'a pas passé son test. Le voici donc marqué au fer rouge en tant que coupable, et sous peu, Azek va peut-être connaître le même sort, s'il n'est pas la blanche colombe qu'il croit être. Mais à part ça, tout va bien. Et effectivement, tu es maintenant enfermé dans le poing de ce gardien. Et ton visage reflète la lumière rouge qu'émet cette gemme sur le front du gardien, qui va maintenant passer jugement sur toi. Lorsqu'un gardien passe jugement sur ton âme, lance plus rien. Prends-moi un pour chacun des éléments suivants. Azek, je vais maintenant te poser des questions sur ton passé. Azek, est-ce que tu as déjà tué ? Ouais, Azek a déjà tué. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un ? Je ne pense pas. Est-ce que tu as déjà dissimulé un crime ? Ouais. Tu es donc pour l'instant à -2. Je vais te poser maintenant 2 autres questions. Azek, de quel alignement es-tu ? Et bon, bien sûr. Et as-tu déjà sauvé la vie de quelqu'un de manière désintéressée ? Un nombre incalculable de fois. Je l'ai fait tout fraîchement d'ailleurs. Donc, pour l'instant, tu es à l'équilibre. Tu vas donc lancer 2d6 plus rien. Avant que tu lances les dés, je vais dire ce que cela fait. Sur 10+, le gardien te juge innocent. Sur 7-9, tu devras choisir. Le jugement t'a changé, t'a transformé. Tu devras changer ton but d'alignement. Ou un autre personnage est témoin de tes actes répréhensibles et agira en conséquence. Ou finalement, le dernier choix que tu auras à faire, c'est qu'à l'instar de Katharina, tu seras marqué des signes des coupables. Je t'en prie, lance les dés. Azek est digne dans la paume du géant. Il faut qu'un geste pour lutter. Naturellement, il y a juste une goutte de sueur à sa tempe qui trahit ses craintes et le doute qui l'étreint. Je lance 2d6 et je fais un 4. C'est une catastrophe. Le Boy Scout va tomber de très très haut. On voit le visage d'Azek, presque fasciné par cette lumière rouge, par cette gemme, d'où sort soudainement un trait de lumière qui vient frapper Azek au front. Azek, est-ce que tu peux nous décrire la pire chose que tu aies faite ? La pire chose que j'ai faite, difficile à dire. Attends. Prends ton temps. Ok, la scène se passe dans une zone boisée. On est vraisemblablement dans un territoire un peu plus occidental que celui où se passe notre aventure. Les nuages sont lourds, il y a une petite pluie fine. On voit à travers les yeux d'une personne qui est haletante, en train de courir dans les bois, devant faire des pauses de temps à autre pour retrouver son souffle. La vision se fige, on entend un craquement, et la personne s'accroupit dans les broussailles. Et jette un regard dans une clairière. On distingue un tout jeune garçon à la chevelure blonde. Il porte de riches vêtements ocre jaune et rouge. Il est descendu à bas d'un cheval blanc portant les mêmes couleurs. Et il observe avec une expression interdite différents cadavres qui jonchent le sol ça et là. On n'a aucun mal à imaginer que ce sont 2 armées qui s'affrontent sans doute à l'échelle de toute la région. Le jeune garçon arpente ce charnier en tremblant. Machinalement, il se saisit d'une arbalète encore chargée. Il s'intéresse à son propre étendard qui est souillé de boue. Soudain, la personne qui l'observe et par laquelle on observe ce spectacle fait un mouvement de trop qui fait à nouveau craquer une brindille. Machinalement, le jeune homme se tourne dans sa direction. Il y a un sifflement qui se fait entendre. On entend une sorte de gargouillis et la vue bascule vers les étoiles. On entend ce halètement nerveux, un battement de cœur assourdissant, des gargouillis. Et soudain, le visage du jeune garçon commence à occuper tout l'espace alors qu'il se penche
sur ce qui est immanquablement sa victime. Et dès l'instant où on voit ce visage de près, on reconnaît Azek. Et cette fois, on a enfin droit à une vue extérieure et on peut voir qui jusqu'ici on a incarné dans cette vision. Et on voit un jeune garçon qui lui porte une tunique bleue avec une sorte d'allure de cuir mal ajustée. Le carreau d'arbalète lui a transpercé la gorge. C'est impressionnant de voir à quel point ces deux enfants se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tous les deux aux cheveux blonds et à l'œil clair. Et le garçon est en train de rendre son dernier soupir et Azek réalise qu'il vient d'ôter la vie à quelqu'un qui aurait pu être un ami, un semblable, un frère. Lui qui avait fui le front, lui qui avait fui la bataille où son père l'avait traîné de force avec ses frères aînés pour s'endurcir le caractère et se préparer à leur avenir militaire. Résultat, lui qui ne voulait pas se souiller, qui ne voulait pas approuver ces combats qui étaient juste une façon d'annexer un territoire plus pauvre, voilà que lui aussi a finalement joué le jeu de son père et ôté la vie. Tu es allongé sur les restes de champ de bataille. Tu avais vécu ton premier combat et tu ne sais pas comment tu avais réussi à survivre, mais tu avais survécu à cette première bataille. Lorsque tu étais rentré au camp, tu n'avais pas vu Jarry, ton meilleur ami. Aussi, n'écoutant que ton courage, tu avais décidé de retourner sur le champ de bataille pour retrouver ton ami. Tu avais promis à sa mère que si jamais il devait tomber, tu lui rapporterais le médaillon que ton meilleur ami portait toujours autour du cou. Tu es maintenant au sol. Tu sens l'humidité de la terre. Est-ce de l'eau? Est-ce le sang? Tu tousses sans doute le sang dans ta gorge qui vient d'être transpercée. Il commence à faire froid. Tu luttes pour garder tes paupières ouvertes, mais déjà ton corps ne t'obéit plus. Ce froid qui devient omniprésent, ta vision se brouille et tu t'endors. Azek, tu es réveillé. Tu mets un certain moment avant de discerner tes environs. La première chose que tu remarques est cette chaleur, alors que tu es manifestement allongé au sol, dans une peau d'animal. Tu es nu. Tu te trouves dans une salle. Tu dois être encore dans la nécropole, puisque c'est toujours cette même pierre blanche. La salle est grande, mais il n'y a pas ces cristaux. Ou plutôt, il n'y en a qu'un. Tu le discernes à côté de toi. Il a été monté sur une chaîne. Un brasero placé à côté de toi permet de chauffer cette salle. Et une statue d'un homme, semble trôner en plein milieu de cette salle. Et alors que tu émerges de ce sommeil, tu entends une voix. Ah enfin, il est réveillé. Et lorsque tu te tournes derrière toi, tu vois une femme qui était assise à un pupitre. Sur ce pupitre, énormément de papier. Elle tient une plume à la main. Cette femme n'est pas vraiment une femme, en tout cas pas une humaine. Tu peux le voir aux serpents qui sont sur sa tête. Elle a une paire de lunettes posées sur son nez. Et tu vois que sa peau pâle, met en avant ses yeux verts, comme si l'iris de ses yeux était fait d'écailles de serpent. Et elle te regarde avec un sourire bienveillant. Qu'est-ce que tu fais? Azek tressaillit, il est pris d'une quinte de toux répétée. C'est à se demander pourquoi il ne crache pas le sang. Sans doute, il a expérimenté la mort de ce pauvre R, dont il a lui-même ôté la vie comme la sienne. Et il frissonne et met un temps avant de se rappeler vraiment qui il est, d'où il vient et ce qu'il a mené ici. À reprendre le contrôle de sa propre identité, en fait. La gorgone se lève, s'avance vers une petite table sur laquelle se trouve un pichet et des gobelets en terre cuite. Elle verse de l'eau et, prenant son temps, vient à ton niveau. Elle est habillée d'une toge, d'un tissu que tu ne connais pas, blanc avec des reflets dorés. Lorsqu'elle s'approche de toi, tu sens une odeur de fleurs, une odeur de lys. Elle se baisse et te tend ce verre. Allons, Azek, bois. Après ce qui vient d'arriver, ta gorge doit être bien sèche. Laisse le temps à ton âme de se réapproprier son corps. Maintenant que tu le fais remarquer, effectivement, les paupières d'Azek sont lourdes. Il lutte un peu pour prendre conscience, se tirer d'un sommeil sans fin. Il tend une main tremblante vers le gobelet qu'on lui tend. Il a le réflexe de tenter de se draper un peu mieux dans la peau d'ours pour cacher sa nudité, mais en soi, ce n'est pas le fait d'être ainsi nu, exhibé, qui le rend si faible, tellement en perte de contrôle. C'est le poison, l'aiguillon de la culpabilité et la sensation d'avoir échoué qui l'accable. Il finit par se saisir du verre et sans même la peine de juger ce qu'on est en train de lui tendre, boit une première gorgée.
Ta gorge brûle alors que ce liquide, qui n'est que de l'eau, la passe. Il lutte, tâche de garder contenance, et finit par articuler comment connaissez-vous mon nom? Oh, mais évidemment, c'est Katharina qui m'a raconté vos déboires. Elles sont embêtantes, ces choses. Et tu as eu de la chance, Azak. Tu as surtout de la chance d'avoir un serviteur aussi dévoué. Si Katharina ne m'avait pas trouvé à temps, tu serais resté sans doute à jamais enfermé. Elle te dit ça en désignant du doigt cette pierre posée à côté de ta couche. Ce cristal qui ressemble énormément aux cristaux que tu avais vus dans la pièce. Mais à la différence des autres qui n'étaient que posés sur l'étagère, celui-ci a été monté comme pour en faire un pendentif. Je me suis dit que ça pourrait peut-être te faire un souvenir de ce qui t'est arrivé. N'osant comprendre, il lève un regard incrédule vers elle. Vous êtes en train de me dire que ce que j'ai pris pour des ouvrages, ou c'était pas une bibliothèque mais un cimetière? Je vois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, Azak. Non, c'est une prison. Ils vivent encore à l'intérieur? Je ne sais pas si vivre est le bon mot, mais d'après ce que j'ai pu déchiffrer, les âmes pris dans ces gemmes souffrent les tourments que eux-mêmes ont commis lorsqu'ils étaient de ce monde. Peut-être ne t'en rappelles-tu pas, mais ton âme a dû supporter des tourments lorsque tu étais encore enfermé à l'intérieur. Ça fait combien de temps que j'étais piégé là-dedans? Où est Katharina? Ah, elle est partie faire une petite course pour moi, mais ne t'inquiète pas, elle va revenir très vite. Une petite course? Eh bien oui, tu crois que si j'ai accepté de te libérer de cette gemme, je l'ai fait sans demander un prix? Il baisse la tête, à nouveau accablé. Et ça fait combien de temps qu'elle m'a traîné avec elle? Oh, je dirais que ça fait... Tu la vois en fait, elle lève les yeux, elle porte sa main au menton et tu vois qu'elle commence à compter. Ça va faire presque une semaine. Enfin, bien sûr, tu n'es pas resté si longtemps que ça dans la gemme. Tu es resté moins d'une journée, mais il a fallu le temps que ton âme intègre ton corps. Il se plaque une main sur le visage et tente de réfréner un sanglot, mais en pure perte. Elle te regarde, pensive. Jeune Azak, tu as été peut-être trop imprudent de vouloir entrer dans cet endroit avec si peu de préparation. Si ce n'était pour Katharina, tu aurais sans doute vécu les 1000 tourments jusqu'à la fin des temps. Enfin bon, elle se lève en levant les épaules. Tu as été chanceux. Repose-toi, lorsque tu seras prêt, j'aurai des choses à te demander. D'une voix rauque, il articule. Mais Arzela m'avait choisi, c'était censé être ma destinée. Quand tu dis ça, elle se fixe. Alors qu'elle était de dos, puisqu'elle prenait le chemin pour retourner à son écritoire, tu sens dans sa voix une certaine colère. Tu ne peux jamais faire confiance aux dieux. En disant ça, elle jette un coup d'œil à la statue, qui est habillée d'une cape. Et presque pensivement, elle change de direction vers la statue et remet la cape, caresse l'épaule de la statue de manière pensive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la statue m'évoque quoi que ce soit? La statue est une statue d'un homme manifestement beau. L'homme est complètement nu, mais il a une posture étrange. Est-ce qu'il a l'air comme frappé par la foudre? Il est difficile pour toi de savoir si son expression est une expression de douleur ou de surprise, car après tout, ce n'est qu'une statue. J'observe les alentours, à la recherche de mes effets personnels par exemple. En regardant autour de toi, tu comprends que c'est là où la Gorgone s'est installée dans le complexe. Il y a d'un côté énormément d'objets qui semblent tous venir de la civilisation qui a construit cette nécropole. Ils sont entreposés à même le sol. Tu peux voir qu'il y a même des petits papiers qui sont parfois attachés au moins joints à ces objets. Il y a l'écritoire, manifestement le lieu de travail de la Gorgone. Il y a sa couche, des tas de coussins qui ont l'air très confortables. Tu comprends que, qui qu'elle soit, cette Gorgone aime vivre dans le luxe. Elle a aménagé les draperies autour de sa couche. Et tu vois une autre couche, un petit peu plus sommaire. Et sous cette couche, il te semble discerner tes affaires. Sinon, tu m'as dit que la plupart des objets, c'était comme s'ils étaient étiquetés, référencés. Tu as cette impression-là, effectivement. Qui êtes-vous? Finit-il par demander. Tu l'as fait légèrement sursauter alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Ah, mais oui, tu as raison, Azak, je ne me suis même pas présenté. Elle se retourne vers toi, souriante. C'est vous, Steno? Tiens donc, tu as donc déjà entendu parler de moi? Je me demandais qui avait pu survivre à la nécropole pour conter cette histoire. De quelle histoire parles-tu? Votre présence? Tu sais, tu n'es pas le premier à tenter de pénétrer cette nécropole.
Mais tu as raison, rares sont ceux que je rencontre qui n'ont pas le mauvais réflexe de vouloir m'affronter. Et en disant ça, elle montre de manière désinvolte un autre coin de la pièce, qui n'est que très faiblement illuminé par les quelques bras zéros qui sont dans la pièce. Il te semble voir le reste de statues qui ont été brisées. Un nouveau frisson me parcourt l'échine. Et toi, dis-moi, Azek, qu'es-tu venu chercher dans cette nécropole? Est-ce ta richesse qui t'intéresse? Quand tu dis que tu avais été choisi par Zela, de quoi parles-tu exactement? J'étais censé prendre possession de mon héritage, devenir un arcaniste, comme cette caste qui régnait ici jadis. Pouvoir faire le bien en usant de leur pouvoir avec justesse, avec honneur. Sténo t'interrompt par un rire presque hystérique. Un rire qui semble se moquer de toi. Et lorsqu'elle réussit enfin à se calmer, d'honneur, de bien, regarde autour de toi, Azek. Est-ce que tu crois vraiment que les dieux n'ont fait que faire de toi ou de moi? Alors ne sois pas naïf. Je ne sais pas quelle vision tu as eue. Même si elles sont vraies, je ne sais pas quelle raison avait Arzela de te faire venir ici. Mais si tu veux un avis, laisse tomber les dieux. Il baisse la tête à nouveau, accablé par cette sentence. Il finit par relever le nez. Si je n'ai pas l'espoir, qu'est-ce qu'il me reste? À quoi bon vivre dans un monde où le mal est partout, où on vous arrache vos proches et où on envoie des enfants à la guerre? Et tu ne t'es jamais demandé, Azek, si ce n'est pas les dieux qui ont fait que le monde est mauvais? Et alors qu'elle finit sa phrase, comme pour la ponctuer, tu commences à entendre des bruits de pas. Et un bruit que tu reconnais immédiatement. Le bruit de quelqu'un en armure. Je pense qu'à ce moment-là, c'est presque cocasse. Il rassuré à l'idée que Katharina puisse revenir en vie et potentiellement avec de quoi régler sa dette, qui finit par se lever pour aller l'accueillir, oubliant qu'il est dans le plus simple appareil. Katharina, c'est toi? On voit Katharina tenant une lampe à la main. Elle est en armure. Ses traits sont tirés. Elle a une expression de surprise au visage. Elle te voit, toi, baisse le regard alors que tu es dans ton plus simple appareil. Et tu vois sur son visage que quelque chose a changé. Azek, tu es réveillé. Bien. Elle s'avance vers sa paillasse, tire un sac contenant manifestement tes affaires et vient les poser à côté de toi. Tu ferais mieux de t'habiller vite. Les murs de cette nécropole sont froids. Que fais-tu? Troublé par tant de froideur, l'arcaniste en devenir s'exécute. Il s'empresse de récupérer ses vêtements, les enfile en toute hâte, en lançant des regards en coin à Katharina et à la maîtresse des lieux. Puis il finit par faire quelques pas dans cette direction. Katharina, je suis désolé, tu as tout fait pour me sauver, tu as tout fait pour m'aider, je sais ce que tu as enduré. Je ne mérite pas tout ça. Alors que tu étais en train de t'habiller, une discussion avait lieu entre Katharina et la Gorgone. Elle chuchotait, manifestement voulant te dissimuler le sujet de leur conversation. Et lorsque tu es arrivé habillé, en baissant les yeux, Katharina te répond: je te l'ai déjà dit, Azek, ma mission est de te protéger, et je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Et elle détourne le regard, plus avant. La Gorgone réplique: tu vois, Katharina, j'ai tenu ma part du marché, à toi de tenir la tienne. De quoi parle-t-elle? Quel était le prix pour ma survie? La Gorgone semble laisser l'initiative à Katharina, mais celle-ci ne la saisit pas. Je t'ai dit, Azek, tu as beaucoup de chance d'avoir un serviteur aussi dévoué. Et la dévotion est quelque chose de très rare, de très précieux. Ça n'est pas un serviteur, c'est une amie. Katharina, je te libère de ton serment. Tu n'as pas à honorer la promesse que tu as faite à Oldatorn. Non, mais par contre, tu dois honorer la promesse que tu as faite envers moi. Et tu vois que Katharina se tourne vers Sténo. Tu sembles voir une larme percée sur sa joue. Et elle met un genou à terre, devant Sténo. Tu reconnais ce rituel, le rituel d'allégeance. Que fais-tu? Il reste interdit, puis finalement il gratifie la Gorgone d'un regard volontaire. Sténo, quel est ton prix pour libérer Katharina de son serment? Tu vois que tu stoppes Katharina qui était en fait sur le point de commencer à prononcer les paroles rituelles. Quand tu dis ça, Sténo lève la main, interrompant donc Katharina. Elle se tourne vers toi. Qu'est-ce que tu me proposes, Azek? Comme je te l'ai déjà dit, cette dévotion dont tu as profité jusque-là est quelque chose de très précieux. Qu'as-tu donc à m'offrir qui pourrait être plus précieux que ceci? Et Katharina te regarde, et tu vois dans ses yeux une supplique qu'elle s'interdit de vocaliser.
Ça fait des mois maintenant qu'elle me sauve la peau sans cesse. Jamais un seul instant elle n'a tenté de me dissuader de poursuivre mes chimères. Je refuse qu'elle perde ainsi sa liberté et qu'elle ne voit jamais rien d'autre que les murs lisses de cette nécropole. C'est tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ma personne, mes dons. Mais libère-la. Permets-la de quitter cet endroit où elle n'aurait jamais dû me suivre. Ok, eh ben écoute, fais-moi un petit jet de persuader s'il te plaît. Wouhou! Négocier, c'est ça? De négocier, pardon, ouais. C'est la première fois qu'on le lance, je vais donc lire la définition du move. Énorme. C'est un échec. Quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une monnaie d'échange, et quelle monnaie d'échange? Lancez 2d6 plus charisme. Sur 10 plus, il fera ce que vous demandez à condition que vous promettez d'abord de faire ce qu'il désire. Sur cette 9, il fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. Sur 6 moins, Antoine va vous défoncer. Et tu as donc fait un 6 mois. Alors que tu finis ta phrase, Katharina d'un bond t'a jeté au sol. Elle est maintenant au-dessus de toi. Comment tu oses faire ça, Azek? Je suis prêt à tout donner pour que tu puisses retrouver ta famille. Et là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais dire à ton père lorsque je reviendrai? Que je n'ai pas pu protéger son fils? Il est hors de question que tu fasses ça. Est-ce que tu m'entends, Azek? Et alors qu'elle parle, tu la vois rougir. Tu vois des larmes de colère qui perlent sur ses joues. Sans s'en rendre compte, elle a fini sa phrase en hurlant du haut de ses poumons. Elle est en train de reprendre son souffle. Qu'importe mon sang, qu'importe mon nom, qu'importe mon rang, ma vie ne vaut pas plus que la tienne. C'est ma folie qui t'a amené ici, il est hors de question que tu pas à ma place. J'ai toujours été un fou, j'ai toujours été la honte de ma famille. Personne ne me pleurera. Fais-moi un petit jet de négocier, s'il te plaît. C'est reparti pour un tour. Et oui. 9, succès partiel. Donc le move lit, le PNJ fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. Je suis en train de me demander... Et tu vois en fait dans ses yeux que toute l'importance que tu as pour elle. Et même plus que cela. Tu devines que c'est de l'amour qu'elle a pour toi. Un amour qu'elle n'a jamais osé t'avouer. Et à moins que tu fasses quelque chose pour briser cet amour sincère et loyal qu'elle te porte, tu sens qu'elle n'acceptera pas de te laisser derrière. Comment fais-tu pour briser cet amour? Ok. Il y a toute la vie d'Azek qui semble défiler dans ses yeux. Azek ne pouvait vivre avec un tel fardeau en sachant qu'il l'avait laissé livrer ainsi. Il hésitait même à empoigner la lame qu'il avait à côté et menaçait de se trancher la gorge, mais cette révélation qu'il frappe désormais comme une évidence remet en question ce geste. Jusqu'ici, il n'avait jamais contemplé Katharina avec un regard romantique et cherchant désespérément au fond de lui la réponse qui pourrait briser cette situation et peut-être aussi juger de ce qu'il désire réellement. Il décide donc de tenter ce coup de poker grotesque. Azek baisse les yeux, puis finit par détourner le regard complètement et tente de lâcher d'une voix froide, détachée, aux antipodes de la façon dont il se comporte au jour le jour, surtout vis-à-vis de sa compagne de route. Reste à ta place, que je sache, tant que tu n'as pas brisé ton serment, tu me dois obéissance. J'en ai soupé de toi et que tu me traites comme un enfant. Je te prie donc de déguerpir de ma vue. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Ça te suffit ou... Ouais, ça me suffit. J'aurais bien envie de te faire lancer un petit jet comme ça parce que clairement c'est pas vrai. Pour moi, tu vas me faire un petit jet de défier le danger. Je pense que tu fais preuve de volonté. Ah, nice. Donc c'est la sagesse. J'en ai un peu sous le capot, ça devrait aller. Je suis ravi d'avoir échoué. T'as fait un 6 moi, donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai une action. Vas-y, shoot. Tu vois quelque chose se briser en Katharina. Elle reste interdite quelques instants. Il y a juste la respiration d'Azek qu'il tente de contrôler, sans oser lui jeter un regard. Tu vois que ses yeux écarquillés, tremblants, laissent couler encore d'autres larmes qui viennent tomber au sol, sur ce sol poussiéreux. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en train de pleurer, elle se détourne de toi. Très bien, Azek, comme tu voudras. Et elle s'en va, disparaît dans les ténèbres de la nécropole. Comme un homme sous, Azek finit par se lever. Il fait quelques pas vers le mur le plus proche, tremblant. Et subitement, ses jambes cèdent sous son poids et il se surprend à vomir. Je pense qu'encore une fois, nous avons un plan du dessus de la salle. Azek contre ce mur. Sténo, qui se mord la lèvre inférieure et qui est manifestement elle aussi émue de ce qui vient de se passer. La caméra se fixe sur cette statue, témoin immobile, alors que quelque chose de précieux vient de se briser devant ses yeux. Et je pense qu'on peut s'arrêter là.
Donc, cher auditeur, si tu as su les aventures de Hazak, tu remarqueras sans doute une petite étrangeté. Lorsque Katharina avait subi le jugement du gardien, elle avait fait un 7 sur son jet. Et pourtant, elle avait bien subi 2 conséquences. Quitte à assumer ma réputation d'être sadique, je me suis trompé. Et effectivement, elle n'aurait dû subir qu'une seule de ces conséquences. Mais après avoir en discuté avec Volsung, nous avons préféré garder la scène comme nous l'avions jouée à ce moment-là. Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.